plaît, Dahima. Donc, bonjour, mesdames et messieurs, chers amis. Donc, toujours avec notre meeting de la cardiologie A2. Et aujourd'hui, nous avons l'honneur et le plaisir d'accueillir encore un invité de nos amis d'Erasme. C'est le docteur Renaud Dandievel qui va nous parler d'un sujet d'actualité très intéressant qui est la place de l'angioplastie pulmonaire au ballon dans l'hypertension pulmonaire embolique. Je vais laisser notre résidente docteur Sarah Naït Achour pour présenter un petit peu notre invité. Sarah, à toi la parole. Donc, bonsoir Si à tu peux tous. dire. Bonsoir à tous. Donc, nous avons le plaisir de recevoir ce soir le docteur Renaud Dandievel. C'est un brillant cardiologue interventionnel à l'hôpital Erasme qui a gentiment accepté notre invitation pour nous parler un peu de l'angioplastie pulmonaire dans l'hypertension pulmonaire thromboembolique chronique. Merci Renaud et à toi la parole. Et merci beaucoup Sarah pour cette introduction et pour l'invitation évidemment. Et voilà, donc pendant la présentation, on va surtout parler de BPA, c'est l'acronyme en anglais pour l'angioplastie pulmonaire au ballon, donc Balloon Pulmonary Angioplasty. Et pour illustrer la place de l'angioplastie pulmonaire, on va passer par un cas clinique et puis en passant par les détails théoriques. Ensuite, on va passer vers la pratique clinique et évidemment des illustrations angiographiques de ce qu'on peut faire chez ces patients. Alors, le patient qu'on va suivre, c'est un jeune patient de 28 ans qui présente une drépanocytose homozygote, qui a présenté des épisodes multiples d'embolie pulmonaire. Et comme vous le voyez, il a des séquelles et des antécédents multiples liés à sa drépanocytose, notamment des lithiases vésiculaires et des nécroses osseuses dans le passé. Alors, au niveau de son mode de vie, c'est un peu compliqué. C'est un patient qui est venu en Belgique il y a quelques années seulement, qui a des antécédents judiciaires, qui consomme du cannabis. Voilà, il dit ne pas consommer autre chose. Et il a quelques allergies, mais qui ne nous posent pas de problème ici dans le cas présent. C'est un patient qui, quand il se présente à la consultation, vient avec un bracelet électronique. Donc, c'est toujours un cas un peu particulier dès le départ, en tout cas. Alors, il est traité pour ses antécédents d'embolie pulmonaire multiples et pour sa drépanocytose, avec un traitement par hydréafolavite et par Syntron. Syntron, finalement, c'est le traitement le plus souvent en Belgique. Dans certains pays, ce sera plutôt le Marevan, le Marcumar. Mais en Belgique, c'est souvent le Syntron. Alors, ce patient a des symptômes. Il a une dyspnée en classe fonctionnelle 3. Il présente des douleurs thoraciques respirodépendantes. Il est très fatigué. Il est suivi en consultation d'hématologie principalement, pas du tout en cardiologie. Il n'a pas d'orthopnée et parfois il a quelques palpitations. Alors, là. À son examen physique, il a une morphologie qui est relativement typique des gens qui ont une drépanocytose sévère, avec un petit poids corporel, une petite taille, un IMC bas. On remarque dans ses paramètres principalement qu'il a une saturation à l'air ambiant qui est basse. Le reste de l'examen ne montre pas grand-chose. Sa prise de sang montre une anémie avec une microcytose, c'est pas très surprenant, et il a un NT-proBNP très élevé. À 1568, à son âge, on s'attendrait à moins de 300, voire moins de 150 picogrammes par millilitre. Il a donc un NT-proBNP très élevé pour son âge. Vous voyez sa radiographie de thorax, il a un porte à 4, il a un capital veineux très faible au niveau périphérique, comme souvent chez ces patients. Son électrocardiogramme montre une fréquence cardiaque normale à 77 par minute. Il n'a pas de tachycardie contrairement à ce qu'on pourrait penser. Il a un rythme sinusal. Il y a des signes d'hypertrophie de l'oreillette droite. Vous voyez ici en V1 principalement, également en D2, l'aspect pointu de l'onde P. Les troubles de la repolarisation en V1, V2, V3. Et tout ça va être assez typique finalement d'une surcharge droite. Alors, je vais devoir cliquer pour faire tourner les vidéos. Voilà. Donc ici, c'est une première image échographique. C'est dommage que j'arrive pas à mettre la présentation en PowerPoint grand écran. Ça pourrait tourner tout seul.
Mais ce qu'on peut déjà deviner ici, c'est que l'oreillette, le ventricule droit est dilaté, qu'il y a probablement déjà un septum paradoxal installé chez ce patient. Et vous voyez ici le gradient pour l'insuffisance tricuspide qui est déjà élevé. Oui, on est à 4 mètres par seconde au niveau du flux tricuspidien de régurgitation. On a un D-shaping ici du ventricule gauche. C'est assez clair, hein, pas besoin d'avoir fait beaucoup d'échocardiographie pour comprendre ça. Et ici, on a le notch mésosystolique qui est très fréquent dans les hypertensions pulmonaires. Et donc ici, on a un temps d'accélération pulmonaire extrêmement raccourci avec un notch mésosystolique tout à fait typique des patients avec une hypertension pulmonaire. Une dernière image échographique pour lancer le cas clinique. Vous voyez l'hypertrophie ventriculaire droite, qui est probablement qui est un argument pour dire que ce patient a une hypertension pulmonaire déjà de longue date et un ventricule droit dilaté beaucoup plus large que son ventricule gauche. Tout ça nous fait dire que ce patient a probablement une hypertension pulmonaire. Alors, comme vous le savez, l'hypertension pulmonaire est définie au cathétérisme cardiaque droit réalisé au repos, comme une pression artérielle pulmonaire moyenne d'au moins 25 mm de mercure. Alors, il y a récemment, on va dire 2-3 ans, une probable redéfinition du seuil pour une PAP moyenne totalement normale aux alentours de 20 mm de mercure. En tout cas, ce n'est pas ce qui est dans les guidelines, ce n'est pas ce qui a été non plus utilisé dans les études, que ce soit pour l'HTAP ou pour la CTOPH, donc la maladie thrombolique chronique. Et ce qu'on utilise en pratique, c'est le seuil de 25 mm de mercure. Voilà, une fois qu'on sait ça, j'avance un petit peu. Donc, vous savez que dans les hypertensions pulmonaires, il y a différentes définitions hémodynamiques. Donc, on parle d'hypertension pulmonaire précapillaire, postcapillaire ou postcapillaire combinée. On parle d'hypertension pulmonaire précapillaire lorsque la PAP moyenne est au-delà de 25 et que ça dépend de la nomenclature qu'on utilise, donc de la wedge pressure ou de la PAPO, comme on a l'habitude de l'appeler, de la pression artérielle pulmonaire occluse est inférieure à 15. Donc là, on est dans un cas de maladie d'hypertension pulmonaire précapillaire. Lorsque la PAPO est élevée, ça signe en général une atteinte gauche et on parle plutôt d'hypertension pulmonaire post-capillaire. Et puis on a les cas où l'atteinte est mixte. Et donc on parle d'hypertension pulmonaire post-capillaire combinée. Dans notre cas, l'hypertension pulmonaire post-embolique est une maladie purement précapillaire. Il peut y avoir des patients évidemment avec des insuffisances cardiaques gauche associées, mais la maladie en tant que telle, la CITEF, c'est une maladie précapillaire. Alors, à côté de cette définition hémodynamique, on a une classification clinique de l'hypertension pulmonaire, et donc en 4 groupes classiquement. L'hypertension pulmonaire du groupe 2, qui est la plus fréquente, liée aux maladies cardiaques gauche, et puis le groupe 3 et 4, qui sont les 2 autres plus fréquentes. Le groupe 3 qui est lié donc à une maladie pulmonaire, et le groupe 4 qui est lié à des obstructions vasculaires, essentiellement artérielles pulmonaires. Et quand vous avez finalement une hypertension pulmonaire précapillaire qui n'est ni de cause respiratoire, ni de cause obstructive, eh bien on se retrouve dans l'HTAP, qui est cette maladie rare finalement, et qui est une maladie purement précapillaire également. Alors, au niveau épidémiologique, concernant on revient à la maladie thromboembolique chronique uniquement, avec l'hypertension pulmonaire. Donc, l'âge moyen de ces patients est de 63 ans. Ici, on a affaire à un patient beaucoup plus jeune. Il y a une égalité des sexes dans l'atteinte chez ces patients. Finalement, il y a peu de symptômes et certainement peu de symptômes typiques. Précocement, très très peu de symptômes, et tardivement, eh bien, on a des signes d'insuffisance cardiaque droite, finalement la fatigue, la dyspnée, éventuellement des hémoptysies. Les hémoptysies sont plus fréquentes dans la CTPH, les syncopes sont plus fréquentes plutôt dans les HTAP, donc dans les hypertensions pulmonaires du groupe 1, et donc faire attention à ce signe d'hémoptysie qui peut parfois révéler des hypertensions post-emboliques chroniques. Au niveau de la physiopathologie, ces patients vont avoir une embolie pulmonaire, qu'elle soit symptomatique ou non. Donc, il y a une partie des patients qui ne vont pas présenter de symptômes avant d'avoir une CTOPH bien installée. Ces patients vont avoir une résolution incomplète du thrombus par différents mécanismes pathophysiologiques qui ne sont pas tous bien connus, il faut bien le dire, ce qui va résulter finalement en une régression incomplète du thrombus intravasculaire et puis finalement entraîner une accumulation et une chronicisation du caillot avec une fibrose qui va persister.
Alors, vous voyez ici, au niveau microscopique, ce à quoi on peut s'attendre. Donc, on peut avoir des thrombies partiellement recanalisées, on peut avoir de la fibrose intimale, on peut avoir de l'hémangiomatosis capillaire. Certaines de ces atteintes sont vraiment communes à la CAP et à la CTEPH. Il faut avoir des occlusions de veineux septales ici. Ça permet de faire le lien avec une forme associée aux hypertrophies pulmonaires de manière générale, qui est la maladie véno-occlusive. Donc, c'est toutes les patients qui ont une maladie véno-occlusive pronostic qui est moins bon que les autres. Voilà, on peut avoir également des anomalies vasculaires systémiques associées, de l'inflammation, mais finalement, tout ça, vous allez voir, ça ne va pas énormément nous intéresser aujourd'hui. Alors, on revient donc à cette histoire d'embolie pulmonaire qui devient chronique. Il faut faire attention chez ces patients, évidemment, qui ont une embolie pulmonaire. On recommande en général à 3 ou à 6 mois de refaire une échographie cardiaque et d'évaluer les symptômes des patients qui ont fait une embolie pulmonaire aiguë. Et c'est pas évidemment parce qu'ils ont une dyspnée persistante que c'est forcément une CTEPH. Vous voyez que selon les séries, 20 à 75% des patients qui ont eu une embolie pulmonaire aiguë ont une persistance d'une dyspnée de troubles fonctionnels sans pour autant avoir une CTEPH, puisque la CTEPH, ça reste une maladie qui est extrêmement rare et vous voyez que finalement, environ 1% des patients qui ont une embolie pulmonaire vont développer effectivement chez 20% des patients qui ont une embolie pulmonaire aiguë. Les patients donc il y a des facteurs de risque bien établis de la CTEPH et donc chez les patients qui ont eu une embolie pulmonaire aiguë prouvée, on retrouve chez 75% des patients qui ont la CTEPH, on retrouve cet épisode aigu, que ce soit une thrombose veineuse profonde ou une embolie pulmonaire. On va retrouver chez les patients qui ont une atteinte qu'on appelle massive avec une atteinte des troncs proximaux pulmonaires, ces patients sont plus à risque également de développer une CTEPH. Puis les patients qui ont une dysfonction, les patients qui ont déjà une maladie thromboembolique bien établie et avec des signes de chronicité, forcément, les gens qui ont déjà des signes de chronicité ont plus de chances d'avoir une maladie chronique. Ça tombe sous le sens. Voilà. Et puis il y a d'autres maladies finalement qui sont un petit peu en dehors de l'embolie pulmonaire aiguë qui vont favoriser également la CTEPH. On sait notamment, je pense qu'il y avait un problème thyroïdien, voilà, l'hypothyroïdie traitée, la présence d'un porte-à-4, histoire de cancer, les maladies inflammatoires chroniques. Et donc finalement, et la présence, c'est très important, la présence de sondes de pacemaker ou de pacing ou de porte-à-4 finalement comme notre patient qui a un porte-à-4 implanté comme vous l'avez vu sur la radio de thorax. Alors, pour faire le diagnostic de CTEPH, il faut avoir au moins 3 mois d'anticoagulation bien conduite. A priori, l'anticoagulation dans la maladie thromboembolique chronique se fait avec du synthrone. Maintenant, évidemment, les patients peuvent être sous anticoagulants oraux directs. Ça ne pose pas de problème, on peut quand même faire le diagnostic de CTEPH chez ces patients. Donc, il faut évidemment le critère hémodynamique, comme on vient de le dire, donc une hypertension pulmonaire précapillaire. Et puis, il faut la présence de déficit de perfusion à la scintigraphie. On va revoir un petit peu en détail après la scintigraphie. Et il faut finalement des signes angiographiques, que ce soit l'IRM-OCT ou en angiographie, il faut des signes d'obstruction vasculaire. En pratique, ce qui est surtout fait, finalement, c'est le scanner et l'angiographie. Et vous voyez qu'en moyenne, ce sont des patients qui vont avoir un retard et un délai diagnostique très important, vu l'absence de spécificité de leurs symptômes et finalement la difficulté de faire le diagnostic. Et c'est préjudiciable parce que ces patients vont avoir une véritable perte de chance en termes de survie, comme on va le voir après, et dans l'hypertension pulmonaire sévère de manière générale. On sait que les patients ont une mauvaise survie quand ils ne sont pas pris en charge rapidement. Alors, excusez-moi, j'ai cliqué. Voilà. Donc, le premier examen à faire chez ces patients qui ont eu une embolie pulmonaire aiguë, comme on l'a dit, finalement, c'est l'échographie. Et l'échographie, c'est le premier examen de manière générale dans l'hypertension pulmonaire, pas spécialement dans la CTEPH. Je pense que vous connaissez tous les signes d'embolie pulmonaire aiguë. Et donc, je vais plutôt directement passer à la suite ici en disant que les 2 signes très simples pour suspecter une hypertension pulmonaire chronique, pas spécialement une CTEPH, c'est évaluer l'épaisseur de la paroi ventriculaire droite
et évaluer le degré d'hypertension pulmonaire via le jet de l'insuffisance tricuspidienne et la pression auriculaire droite via le diamètre de la veine cave. Et lorsque on sait que quand cette pression est supérieure à 60 mm de mercure, on a de très grandes chances qu'il y ait un phénomène chronique associé. Alors, je pense que ça, c'est également quelque chose de très connu. Et là, je vais aller très vite. Donc, quand on a un GDT qui montre une vélocité basse inférieure à 2,8, qu'on n'a aucun autre signe d'hypertension pulmonaire à l'échographie, on ne doit pas aller plus loin dans le bilan. Par contre, dès qu'on a un GDT qui commence à monter au-delà de 2,9 mètres par seconde ou des signes associés d'hypertension pulmonaire sans cause évidente, je ne parle pas évidemment d'un patient avec une insuffisance cardiaque gauche très claire, mais en tout cas un patient chez qui on peut suspecter une CTEPH ou une hypertension artérielle pulmonaire, et alors là, il faut aller plus loin dans l'algorithme diagnostique. Donc l'algorithme diagnostique, c'est le suivant, hein, ce sont les symptômes, l'histoire, on fait l'échocardiographie. Donc comme on l'a dit, si la probabilité a priori est basse, eh bien on s'arrête là. Et puis si la probabilité a priori est intermédiaire ou élevée d'avoir une hypertension pulmonaire, eh bien il faut aller plus loin et c'est un bilan assez long, assez fastidieux, mais très complet. Où on va faire vraiment une radiographie de thorax, comme ça a été fait, un électrocardiogramme, des EFR, donc des épreuves fonctionnelles respiratoires pour vérifier si ce n'est pas une maladie respiratoire associée, des tests de gaz sanguin. Et puis, une fois qu'on aura fait tout ça, eh bien, on peut encore continuer et se demander si si on n'a pas de cause évidente, on peut exclure une CTEPH via la scintigraphie principalement. Donc la force de la scintigraphie, c'est essentiellement son pouvoir d'exclusion de la CTEPH. On sait qu'en présence d'une scintigraphie de ventilation et de perfusion négative, on a entre 99 et 100% de chances d'exclure à raison une CTEPH. Alors, vous voyez ici une scintigraphie, je pense que vous avez tous déjà vu une scintigraphie d'embolie pulmonaire, et ici, ça, c'est la scintigraphie de notre patient. Et vous voyez que sa scintigraphie de perfusion, des deux côtés, c'est la scintigraphie de perfusion en vue antérieure et en vue postérieure, pour le poumon gauche et pour le poumon droit essentiellement. Et donc, vous voyez qu'il y a des hypoperfusions essentiellement sur la périphérie de tout le poumon droit, donc que ce soit le lobe supérieur, moyen ou le lobe inférieur. Le poumon gauche est un peu moins atteint, mais il y a tout de même des amputations du lobe supérieur, de la lingula et du lobe inférieur. Donc ce patient, maintenant, on se dit qu'il y a quand même très probablement une maladie thromboembolique chronique. Et à ce moment-là, une fois qu'on a réalisé, qu'on a avancé dans l'algorithme diagnostique et qu'on a fait le bilan et qu'on a détecté des troubles perfusionnels, c'est probablement le moment de faire une angiographie ou un scanner à la recherche d'obstruction. Probablement que l'angiographie est meilleure. Il y a certaines choses qu'on peut rater quand même au scanner, et l'angiographie va vraiment permettre de décider de l'attitude thérapeutique, que ce soit une attitude chirurgicale ou une attitude médicale ou une attitude par angioplastie pulmonaire au ballon. Alors ça, c'est le scanner thoracique de notre patient, où on retrouve un aspect typique de CTEPH avec ce qu'on appelle une perfusion mosaïque, avec des zones en verre dépoli, parenchymateuses, et des zones, vous voyez ici, il y a même des petits infarctus périphériques qui sont tout à fait typiques d'une CTEPH ou d'embolie pulmonaire qui sont passées par là. Ceci, c'est son angiographie pulmonaire. Alors, c'est assez intéressant de voir cette angiographie parce que vous voyez que la périphérie, alors, elle est totalement déshabitée. Et ici, comme on l'a vu sur la scintigraphie, en fait, ce sont les mêmes zones que la scintigraphie qui sont hypoperfusées, ce qui est assez logique finalement. Et ce qui est intéressant de voir déjà, c'est que les troncs proximaux n'ont pas l'air particulièrement obstrués. C'est vraiment plutôt en périphérie ou au niveau segmentaire que ça va se passer. On lui a fait dans la foulée évidemment un cathétérisme cardiaque droit parce qu'avec tout ce qu'on a déjà fait, on n'a pas encore le diagnostic effectif d'hypertension pulmonaire. Et donc, pour ça, il faut faire le cathétérisme cardiaque droit. Ici, on a une mesure, c'est PCP, donc c'est la PAPO, c'est la pression artérielle pulmonaire occluse. Vous voyez qu'elle est en dessous aux alentours de 10 mm de mercure. Et la pression pulmonaire, je vais écrire en grand les chiffres, hein, elle est à 80 de systolique, 31 de diastolique et 50 de moyenne, ce qui est vraiment énorme chez ce patient avec des résistances à 6 unités Wood. Il a un index cardiaque qui est limite haut. Probablement dans le cadre également de son anémie. En tout cas, il n'a pas encore de chute du débit cardiaque, ce qui est plutôt favorable pour ce patient. Donc, on a maintenant clairement chez ce patient une
CTE-PH démontrée. Il était par ailleurs, je ne l'avais pas dit, mais si je l'avais dit, il était sous Saint-Tron au long cours, et on a tous les signes, tous les critères diagnostiques pour une maladie thromboembolique chronique. Alors maintenant, on va rentrer dans l'algorithme de traitement, ce qui va nous amener au final, vous l'imaginez bien, à l'angioplastie pulmonaire au ballon. Donc, on anticoagule ces patients. On évalue l'opérabilité des patients, donc que ce soit le patient en tant que tel selon ses comorbidités ou également si les lésions sont techniquement accessibles à la chirurgie, c'est-à-dire plutôt situées dans les troncs proximaux. Et à ce moment-là, on peut faire une endartérectomie pulmonaire. Si tout ça est impossible, en général, on commence par un traitement médical et éventuellement, on peut discuter de faire des angioplasties pulmonaires au ballon. Vous allez voir dans les études actuelles que ça est un petit peu remis en question, en tout cas l'ordre des priorités. Un petit mot sur l'endartérectomie pulmonaire, parce que la BPA, ce n'est pas le traitement de référence. Aujourd'hui, le traitement curatif et le seul traitement curatif, finalement, c'est l'endartérectomie pulmonaire. Et vous voyez que environ, ici j'ai mis 60%, mais c'est plutôt aux alentours de 50% probablement, de 50% des patients auront accès à une endartérectomie pulmonaire. Et vous voyez ici la différence de survie entre les patients qui ont bénéficié d'une endartérectomie pulmonaire et les patients qui n'en ont pas bénéficié. Finalement, à 3 ans, on a presque 30%, voire plus, 30% de décès chez les patients qui n'ont pas été opérés, et on est à environ à 90% de survie pour les patients qui ont pu être opérés. Vous voyez ici le moule fibrotique avec l'endartérectomie qui a été prélevé chez ce patient. Ça donne une idée de la quantité de matériel qui peut être retiré durant ces endartérectomies. Et on peut aussi imaginer qu'au ballon, c'est impossible de faire une telle chose. Alors, concernant les traitements médicamenteux, ici, ceci c'est une slide qui correspond plutôt à une présentation d'hypertension artérielle pulmonaire, mais c'est pour vous reciter les différentes voies qu'on peut utiliser dans le traitement de l'hypertension artérielle pulmonaire. On a la voie de l'endothéline, la voie du NO et la voie des prostacyclines. Et chez les patients qui ont une CTE-PH, parmi tous ces traitements, le seul qui est actuellement validé par les instances européennes, françaises et la FDA, c'est le Riocigua, ou le nom commercial, je pense, c'est l'Adempas. Donc le Riocigua, c'est le seul traitement qui est actuellement validé dans cette indication. Cependant, le Bosentan, c'est également un médicament qui est utilisé dans ces indications. Je vous dis un petit mot sur le Bosentan parce que c'est quand même un médicament qui a démontré une diminution des résistances vasculaires pulmonaires et une légère amélioration de la distance de marche, donc du test de 6 minutes chez les patients qui ont une CTE-PH, mais de manière moins évidente que le Riocigua, mais parfois il est quand même utilisé dans cette indication. Les traitements par prostacycline intraveineuse, vous savez que c'est un traitement très agressif de l'hypertension artérielle pulmonaire, et il peut être très rarement, parfois utilisé dans la CTE-PH, mais surtout chez les patients très avancés. Certainement, parfois on va dire comme un pont. Aujourd'hui, on utilise le terme bridge, donc comme un bridge jusqu'à la chirurgie chez les patients qui sont vraiment dans un stade très sévère, souvent avec des insuffisances cardiaques sévères associées, ou carrément jusqu'à la greffe pulmonaire quand une autre chirurgie n'est pas possible. Alors, donc le traitement classique, c'est le Riocigua, comme je vous l'ai dit. Le Riocigua qui n'a pas montré d'amélioration en termes de survie chez ces patients, mais qui montre un bénéfice fonctionnel. Vous voyez, en termes de distance de marche, alors 46 mètres à la distance de marche, c'est quand même assez modeste comme amélioration. Par contre, quand même une belle amélioration au niveau des résistances vasculaires pulmonaires de l'ordre de 30%, et en moyenne 3 unités Wood dans l'étude qui avait été faite. Et donc, c'est recommandé certainement pour les patients qui ne sont pas opérés, pour les patients symptomatiques, ou chez les patients qui ont bénéficié d'une endartérectomie pulmonaire et qui ont encore une hypertension pulmonaire persistante, ce qui est possible. Certains patients ont une maladie distale microvasculaire qui ne va pas répondre totalement à la chirurgie. Alors, donc chez notre patient, on a décidé de ne pas l'opérer pour différentes raisons. La première, c'est que l'atteinte de ces artères était trop distale. Et la seconde, c'est que c'est sa drépanocytose qui rend la chirurgie avec circulation extracorporelle extrêmement dangereuse. Et donc, on a décidé de ne pas l'opérer et décidé de le traiter médicalement et de le traiter par BPA. Alors,
ce qui est fait habituellement, c'est de mettre d'abord les traitements sous Riociguat, mais chez ce patient, on avait décidé d'aller directement à l'angioplastie pulmonaire. Et je vais vous montrer les résultats que ça a donné chez lui. Je vous ai remis ici en détail les critères de sélection pour le traitement. Finalement, quand est-ce qu'on va choisir l'endartérectomie pulmonaire par rapport à la BPA? L'endartérectomie pulmonaire va être réalisée chez des patients forcément symptomatiques, tout comme la BPA, et quand les lésions sont accessibles dans des troncs proximaux. Et en l'absence de comorbidité sévère, ce qui était le cas de notre patient, donc il n'a pas eu la chirurgie. Je passe parce qu'on a déjà discuté de tout ça. Et donc finalement, chez notre patient, on va réaliser une angioplastie pulmonaire au ballon, ce sur quoi on va s'attarder maintenant. Donc on peut avoir différents objectifs de l'angioplastie pulmonaire au ballon selon l'âge, selon les comorbidités du patient. Donc le premier but, évidemment, c'est de résoudre l'hypertension pulmonaire. Mais vous pouvez imaginer que si on a une patiente de 80-85 ans qui a des atteintes proximales, mais qui est inopérable, mais qui a également des atteintes distales, des atteintes moyennes et distales associées, on peut quand même envisager des BPA pour essayer d'améliorer simplement les symptômes ou améliorer l'oxygénation ou essayer de diminuer ces traitements de l'hypertension pulmonaire, même si ça paraît compliqué. En tout cas, c'est ce qui est fait également chez des patients plus âgés ou inopérables. On parvient quand même à se débarrasser de l'oxygène, on parvient quand même à résoudre les symptômes, ou en tout cas passer d'une classe fonctionnelle 4 à une classe fonctionnelle 2 grâce à des angioplasties pulmonaires, sans pour autant résoudre totalement l'hypertension pulmonaire, ce qui est parfois illusoire chez certains patients. Voilà. Ici, on a affaire à un jeune patient de 28 ans, et donc clairement, l'objectif, c'est de résoudre son hypertension pulmonaire. Alors, vous voyez ici l'anatomie des lésions qu'on va pouvoir retrouver chez les patients. On va faire des angiographies sélectives au niveau des artères lobaires et des artères segmentaires. Et finalement, angiographiquement, ce n'est pas toujours si simple de bien détecter les lésions. Et vous voyez ici, c'est une vision par OCT, comme on peut le faire en coronarographie. Vous voyez que ces lésions présentent des septations. Et donc, on peut très bien imaginer qu'en gonflant un ballonnet à l'intérieur, on va faire rompre les septa et on va réouvrir l'artère. Avec le flux sanguin, les septa fibreux, qui sont en fait de la fibrine qui s'est organisée, eh bien, vont se plaquer contre les parois et on va récupérer une diminution de la résistance dans ces artères. Alors simplement, ça se passe comme une angioplastie coronaire, hein. On passe un guide au travers de la lésion, on passe un ballon, on gonfle. Et un critère per procédure qui est très significatif et qui nous fait dire que la procédure fonctionne bien, c'est l'apparition d'un retour veineux. Donc, quand on va dilater à l'intérieur de ces tissus fibrotiques, fibrineux, on peut avoir une image angiographique qui n'est pas tout à fait normale. On ne va pas essayer d'obtenir une image angiographique normale comme on l'espère dans une coronarographie. On va simplement dilater la lésion. On peut encore avoir des petits obstacles fibrineux qui traînent, peu importe, mais ce qu'on va voir apparaître dans les artères suboccluses ou occluses, c'est un vrai retour veineux donc, qui démontre la normalisation du flux pulmonaire. Alors, comment est-ce qu'on va, on va procéder? Donc, on va se les différentes anatomies de lésions. On va rechercher un flux pulmonaire qui s'améliore et certainement un retour veineux. Et ce qui est extrêmement important chez ces patients, et ça fait partie de la sélection des patients, je vous en ai pas parlé tout à l'heure, et certainement de l'intérêt de mettre un traitement médical préalable à l'angioplastie, c'est d'éviter les œdèmes de reperfusion. On sait que quand les patients ont des PAP moyennes au-delà de 45, voire 50, ce qui est le cas de notre patient, il y a un risque extrêmement élevé de développer des œdèmes de reperfusion quand on va lever les lésions. Il faut imaginer que le lit microvasculaire en aval n'est plus du tout habitué à avoir une pression de perfusion importante, et dès qu'on va ouvrir les vannes, en ouvrant les lésions, on va avoir une reperfusion, et si vous imaginez qu'on va mettre 50 mm de mercure de manière brutale à cet endroit-là, et les patients vont faire des œdèmes pulmonaires segmentaires, localisés dans des segments pulmonaires.
mais ça peut être dévastateur chez des patients qui sont déjà insuffisants cardiaques, qui ont déjà une désaturation au repos ou à l'effort et qui vont se dégrader de manière assez brutale. Et c'est des patients qui, quand ils se dégradent, ont des tableaux vraiment cataclysmiques et qui nécessitent souvent de passer vers l'ECMO et chez qui il est très difficile de récupérer après. Donc, il faut vraiment faire très attention à cette pression artérielle pulmonaire moyenne avant de faire un geste invasif. Et donc, le fait de mettre les patients sous Rio Sigua auparavant va permettre en général de faire diminuer les résistances et ou la PAP moyenne, et ça va nous permettre de travailler beaucoup plus en sécurité. Alors, donc, vous imaginez bien, comme on a vu l'angiographie, quand on a vu l'angiographie du patient, donc il y a énormément de petites artères pulmonaires qui sont occluses ou suboccluses, ou pas spécialement sous-occluses, mais simplement sténosées. Et on ne peut pas mettre plus de 300 ml de contraste chez ces patients. Si on doit tout faire en une procédure, déjà, on prend le risque de l'œdème de reperfusion. S'il a un œdème de reperfusion dans tous les territoires, là, on ne pourra rien faire pour lui. Ensuite, évidemment, si on veut faire toutes les artères, on sait que les opérateurs expérimentés font en général 6 à 10 lésions par séance, mais on a déjà 10 segments par poumon. Il faut imaginer qu'on va aller dans les artères segmentaires et sous-segmentaires, et donc en ayant autant de lésions à dilater, c'est impossible de tout faire en une seule séance. Alors, si je fais un point rapide sur les complications, et puis on va arriver au type de lésion qui est directement lié à ces complications. Et donc, vous voyez, ça c'est dans des études plus anciennes, mais on verra ensuite certains nouveaux résultats. Vous voyez que les mortalités post-BPA, en tout cas dans les séries de 2017 japonaises, ils sont de l'ordre de 2% à 30 jours. 5% des patients avaient besoin de ventilation mécanique. Alors, la réalité entre, je parlais plutôt de l'Europe et du Japon, c'est que ce sont les Japonais qui ont essentiellement développé cette technique. On sait que les Japonais, quand ils le peuvent, évitent la chirurgie, et donc ils ont développé toute une série de techniques endovasculaires. Donc, ce sont eux vraiment les précurseurs et qui sont à l'avant-plan de toutes ces techniques. Mais en étant également plus interventionnistes, disons, il y a un peu plus de risques forcément dans ces procédures. Alors, vous voyez que les différentes lésions, ce sont les lésions classiques qu'on peut retrouver. Donc, on peut perforer une artère ou une artériole pulmonaire à l'aide d'un guide. On peut faire rompre une artère en choisissant un mauvais calibre du ballon. On peut disséquer une artère. Et quand on a des perforations ou des dissections, les premiers signes, c'est que le patient va commencer à tousser. Si le patient commence à tousser, il faut absolument s'arrêter et faire une angiographie immédiatement à la recherche d'une extravasation. Et le deuxième signe, évidemment, c'est l'hémoptysie. Et l'hémoptysie, finalement, c'est un signe qui fait très peur, parce qu'on se dit qu'avec une hypertension pulmonaire et une rupture, jamais ça va s'arrêter de saigner. Et pourtant, dans certaines séries, ils vont jusqu'à 15% des patients qui ont des hémoptysies, ça dure 1 ou 2 minutes, ça passe, et ça pose vraiment aucun problème. Mais en tout cas, il faut être extrêmement attentif. Et si on a une extravasation démontrée à l'angiographie, on recommande alors de gonfler un petit ballon. Vous voyez, il ne faut pas mettre beaucoup de pression dans ces ballons. On sait qu'au niveau coronaire, parfois on part à 12 atmosphères, 20 atmosphères. On utilise des ballons à haute pression qui vont jusqu'à 30 atmosphères. Ici, il ne faut pas du tout faire ça. Il faut utiliser des petites inflations avec des ballons de taille correcte. Voilà. Et suffisamment, si le saignement ne s'arrête pas, on peut emboliser. Les autres complications, j'en ai parlé, c'est l'œdème de reperfusion. L'œdème de reperfusion qui, en général, ne va pas apparaître durant la procédure, il va apparaître dans les heures qui suivent. Donc, si vous avez fait la procédure l'après-midi, ce sera la personne qui fait la garde la nuit qui va être confrontée à ce problème. Donc, et ça donne vraiment des situations très compliquées. Alors, on en vient à l'anatomie des lésions. Ça a été classifié essentiellement en 5 anatomies différentes. Ici, on a une anatomie de lésion, on parle de ring leg, donc ce sont des lésions en anneaux annulaires qui sont un peu plus difficiles à dilater parce qu'il y a souvent moins de septation, moins de place pour la dilatation, mais ce sont des lésions très faciles à franchir et finalement pas si compliquées à faire. Il y a des lésions qu'on appelle des lésions sous forme de web, c'est-à-dire des toiles, donc plutôt asymétriques, et ça sont des lésions très faciles à dilater.
Ensuite, on a les lésions subocclusives, les lésions totalement occlusives. Alors, les lésions totalement occlusives sont quand même assez complexes à faire. Et les lésions pas les plus complexes, parce que finalement, passer un guide dans une artère, c'est pas compliqué. Mais les lésions les plus dangereuses sont les lésions tortueuses, parce qu'on va aller très loin en distalité. Et là, on risque de faire du dégât. Et donc, parfois, il faut savoir se retenir quand même. Vous voyez ici le taux de complications selon le type de lésion. Donc, vous avez ici les 5 types de lésions, en anneau, en web, en occlusion subtotale, totale et les lésions tortueuses, les plus dangereuses. Et vous voyez que ici, en nombre de perforations, vous avez des perforations ou des lésions liées au guide qui sont très importantes pour les artères tortueuses. Mais finalement, ces artères tortueuses, on va les traiter. Et quand on ne va pas y arriver ou qu'on estime que c'est dangereux, on va quand même se retenir. Mais les lésions subocclusives, ça donne quand même pas mal de problèmes parce qu'on a ce guide qui avance au-delà de la subocclusion et on est en confiance, plus que pour les lésions très distales. Donc là, on a vraiment un risque de faire des perforations et de faire du dégât. Donc il faut vraiment être certain avant d'inflater qu'on n'est pas dans un mauvais territoire ou qu'on n'est pas dans une petite branche, tout simplement. Alors, ceci, c'est toute une série, il ne faut pas lire tout ça, mais c'est toute une série de séries de patients qui ont été traités. Vous voyez qu'en 2001, aux États-Unis, ils avaient tenté de faire des angioplasties pulmonaires, mais en raison du haut taux de complications qu'ils avaient, ils ont décidé de laisser tomber la procédure. Et vous voyez qu'ensuite, toutes les séries sont japonaises. Ce sont vraiment eux qui ont développé la technique en ayant de moins en moins de complications au fur et à mesure. Donc, on peut les remercier d'avoir fait tout ce travail pour tout le monde, ce qui rend la technique beaucoup plus sûre. Alors, évidemment, on est plus proche de la France et en France, ils ont un grand centre à Marine-Lannelongue où ils font pas mal de procédures. Vous voyez ici, c'est une série qui a été publiée en 2019 avec 184 patients jugés inopérables et donc, on va dire, dans le passé, non dilatables, inopérables et donc avec une survie très, très modeste. Et vous voyez que ces patients qui ont été traités à 3 ans ont une survie de l'ordre de 95% par rapport aux 60 à 70% de survie qu'on avait décrit chez les patients qui n'ont pas accès à un traitement. Donc, c'est vraiment assez impressionnant finalement. Au niveau hémodynamique, on avait une belle réduction de pression, on voit de 44 de PAP moyenne à 30 et une belle réduction quasiment de 50% des résistances vasculaires pulmonaires. Et vous voyez que si la mortalité de périprocédurale était de 2%, ce qui était de l'ordre de ce qu'on avait dit tout à l'heure pour les Japonais, mais vous allez voir que cette mortalité a tendance à diminuer avec l'expérience des centres et avec le temps. Il y a une étude qui a été réalisée pour laquelle le recrutement de patients est terminé déjà depuis plus d'1 an maintenant, mais pour lequel il n'y a pas encore de papier officiel qui est sorti, mais dont on a déjà des résultats qui ont été présentés dans certains congrès, qui sont disponibles sur Internet, mais sans avoir encore l'étude complète à lire. Et donc, c'est l'étude RACE. L'étude RACE, finalement, c'est comparer de manière randomisée et contrôlée l'angioplastie pulmonaire versus le Rio-Sigua, parce que malgré les bons résultats de l'expérience qu'on vient de voir, il n'y a pas d'étude randomisée contrôlée qui a été faite versus le traitement médicamenteux. C'est tous les patients actuellement qui ont des BPA sont les patients jugés inopérables, et donc il faut comparer par rapport au traitement médicamenteux. Cette étude a l'air de montrer des belles choses. Vous voyez, l'objectif primaire, c'est la réduction des résistances vasculaires pulmonaires. Et dans les premiers résultats qui étaient publiés, donc c'est une étude à 6 mois, et donc la BPA montre une supériorité par rapport au Rio-Sigua en termes de diminution des résistances vasculaires pulmonaires. Vous voyez 60% par rapport à 32%. La classe fonctionnelle était également beaucoup plus améliorée par l'angioplastie pulmonaire par rapport au traitement médicamenteux. Après, logiquement, évidemment, si on réfléchit, ça paraît assez logique vu qu'il y a un obstacle mécanique qu'on va lever. Donc, forcément, on estime qu'on va avoir plus de gains à faire tout ça. Et on a une réduction également supérieure du NT-proBNP grâce à l'angioplastie. Il n'y avait aucun décès à déclarer dans cette série. Vous voyez qu'il y a 50 et 50 patients, donc 100 patients qui ont été inclus dans cette étude. Alors, cette étude ensuite a été étendue. Et ce qu'ils ont fait, c'est que les patients qui étaient sous Rio-Sigua, ils leur ont fait une angioplastie pulmonaire. Et les patients qui avaient une angioplastie pulmonaire, ils les ont mis sous Rio-Sigua. Et ce qu'on voit au bout du compte,
vous voyez, là, 6 mois et puis à 1 an, mais ce qu'on voit au bout du compte, c'est que les résistances vasculaires pulmonaires sont diminuées de manière similaire. Mais ce qui est pas dans ce tableau-ci, mais ce qu'ils ont remarqué, c'est que les patients qui avaient été pré-traités par le riociguat les mois auparavant, eh bien, avaient moins d'effets liés, d'effets secondaires graves liés à la procédure, donc des hémoptysies, des œdèmes de reperfusion. Maintenant, on n'a pas d'études en détail, donc je ne sais pas vous dire quels sont tous les effets indésirables sérieux qui ont eu lieu chez ces patients, mais certainement, là, il y a l'air d'avoir un signal quand même que pré-traiter les patients par du riociguat a un intérêt avant de passer à l'angioplastie pulmonaire. Alors, après avoir dit tout ça, je vais quand même vous montrer des images d'angioplastie pulmonaire. Ce sont ici uniquement des images d'angioplastie pulmonaire qu'on a faites chez ce jeune patient de 28 ans. Le système ne marche pas bien ici, donc ce que je vais faire, c'est double-cliquer. Est-ce que vous voyez la vidéo ? Non. Alors, je vais essayer de partager la vidéo, tout simplement. Alors, comment on va faire ? Je vais fermer la fenêtre et je vais essayer de partager. Ah, voilà, vous voyez là. OK. Donc, vous voyez ici, on va faire une angiographie sélective chez le patient. Ici, on voit assez clairement, on en a vu quelques-unes, ici, on voit des sténoses au niveau de cette artère ici. Ici également vers le bas, on a une artère qui est hypoperfusée. Et je vous l'explique, je vous le dis déjà ici, je spoil le résultat, mais vous voyez, la vitesse de perfusion est ralentie et on n'observe pas du tout de retour veineux. Et vous allez voir que sur les images après, on va rapidement observer un retour veineux. Voilà, je vois que ça va se refermer avant qu'on puisse le relancer, mais ça me permettra de vous montrer toutes les images. Voilà, maintenant que je l'ai fait une fois, ça ira plus vite pour les images d'après. Voilà. Donc, ici, ce que vous observez, c'est qu'on a fait passer un guide correction des guides coronaires. Hein. On fait passer au travers des lésions. Vous avez les 2 points du ballonnet coronaire que vous voyez ici. On va dilater la lésion. Ici, il n'y a pas beaucoup de contraste dans le ballonnet. Vous ne le voyez pas très bien, mais je peux vous dire qu'il est inflaté. Voilà, et ici, vous voyez, après avoir réalisé l'inflation ici, on voit qu'il y a encore du matériel intraluminal, certainement. Ce n'est pas un problème, vous voyez que la vitesse de perfusion de l'artère a vraiment augmenté. Là, maintenant, on arrive au bout de l'artère en même pas une seconde. Et alors, si vous voyez ici au-dessus, maintenant, il y a un deuxième flux qui apparaît au-dessus de l'artère. Et c'est le retour veineux dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, regardez bien cette zone-ci, il y a un retour veineux pulmonaire qui est apparu. Et donc, ça, c'est vraiment le signe que ce qu'on a fait, ça a probablement eu de l'effet. Quand on fera des sessions d'angioplastie pulmonaire à plusieurs semaines, il faudra vérifier que cette artère est bien perméable. Souvent, ce qui arrive, c'est quand on a fait une première angioplastie, ces lésions vont vraiment, comme je vous ai dit, se mettre sur les bords de l'artère. Et puis, cette artère, on aura l'impression que c'est une artère presque saine. On va peut-être même plus voir le matériel là. Donc, il faut patienter, il ne faut pas chercher l'image parfaite. Et quand on recherche l'image parfaite, en fait, on arrive aux complications. Alors, je vais vous montrer une autre image. Cette fois-ci, c'est une image d'occlusion totale
Voilà, donc ici on est dans une branche du lobe inférieur droit. Vous voyez ici clairement, on a une obstruction, on va dire une subocclusion, peut-être pas une occlusion totale, on voit quand même un tout petit passage de contraste en distalité de l'obstruction. Et ça nous donne quand même un indice pour faire passer notre guide coronaire et être certain qu'on va être dans une artère de calibre normal. Alors, je vais vous montrer directement après la dilatation. Je ne vais pas vous montrer à chaque fois le ballon, mais regardons directement l'image. Voilà. Donc, vous voyez, le site d'occlusion était ici. Hein. Vous voyez qu'après ouverture de l'artère, ouais, finalement, on obtient une branche segmentaire, et c'est vraiment une grande branche segmentaire. Il n'y a pas du tout de maladie en distalité. Et donc, si on réalise une bonne angioplastie de cette branche, de la proximalité de cette branche segmentaire, bah, finalement, on va récupérer directement un flux excellent, et on a des bonnes chances que ça fasse vraiment diminuer de manière significative les résistances vasculaires chez ce patient. J'ai une dernière image à vous montrer, je pense. Voilà, alors cette image-là, elle est intéressante pour plusieurs raisons, parce que ça permet aussi de parler simplement de la technique. Vous voyez qu'ici, on a en fait comme si on avait une extension de cathéter. En fait, c'est pas ça, c'est un introducteur fémoral long de 70 cm qui permet de remonter jusqu'ici. Au travers de cet introducteur long qu'on fait rentrer jusque dans l'artère pulmonaire droite ou gauche, on met un cathéter thérapeutique, 5 French ou 6 French. Au départ, on utilisait des 5 French, mais maintenant, on utilise plutôt du 6 French. C'est beaucoup plus stable, et franchement, il n'y a pas de problème de dissection liée au cathéter quand on y va doucement. Donc, voilà, pour l'instant, nous, on travaille plutôt en 6 French sur les cathéters thérapeutiques. Et donc, ici, vous voyez clairement cette artère qui est également totalement malade, avec un flux extrêmement ralenti. Et une fois qu'on aura ballonné à l'intérieur, on va avoir un bon résultat. Je vous le montre tout de suite. Voilà. Mais donc ici, on voit pas les deux branches qui étaient à côté. Ici, on est uniquement dans la branche centrale qui s'arrêtait plus ou moins ici sur l'image d'avant. Et là, maintenant, on a récupéré toute une artère de calibre assez respectable quand même, quand on voit le cathéter. Une artère d'au moins au moins 2,5 mm. Donc ça aussi, ça va probablement avoir un très bon effet hémodynamique chez ce patient. Alors, ici, j'ai montré des images un peu, on va dire, qui parlent, mais on n'a pas fait ça à la première session. La première session commence par des dilatations un peu plus prudentes. Hein. C'est un patient qui avait quand même 50 mm de mercure de moyenne, de PAP moyenne. Donc, on commence normalement par des dilatations avec des plus petits ballonnets, et au fur et à mesure des séances, on peut augmenter la taille des ballonnets pour établir une circulation complètement normale, pour éviter toujours le risque d'œdème de reperfusion. Voilà, donc ça c'est pour les images qui sont finalement des images assez agréables quand on les fait, parce qu'on a vraiment un beau résultat visuel. Pas chercher la perfection, mais en tout cas, dès qu'on a ce retour veineux pulmonaire et un flux dans l'artère qui est normal, on peut considérer qu'on s'arrête là. Et qu'on réévaluera de toute façon à la séance d'après. À chaque séance, on réalise un cathéter cardiaque droit pour évaluer l'évolution des pressions. Donc, il n'y a pas de secret. On sait jusqu'où on doit aller. Alors, je vous repartage ma présentation. Voilà. Encore mettre comme ça. Voilà. Donc, notre patient qui a bénéficié des angioplasties pulmonaires, vous voyez qu'avant les angioplasties, il avait 47 de moyenne. Après angioplastie, sa moyenne est descendue à 29, à 47. Le cathétérisme, à distance du cathétérisme, était à 50. Celui qu'on a fait à la première session était à 47 mm de mercure. Et après les sessions, il était à 29. Il faut savoir que ça, c'est la mesure après, à la fin, à la dernière session. Mais en général, on fait des mesures de cathétérisme cardiaque droit encore à 3 ou 6 mois après le dernier cathétérisme, ce qui permet vraiment d'avoir à ce moment-là le résultat final des
des angioplasties. Il y a vraiment une réduction encore des pressions et de la résistance qui se fait au cours du temps. Donc, il faut laisser le temps, il ne faut pas considérer que le résultat qu'on a à la dernière session est le bon, et régulièrement, les patients perdent encore au moins 5 mm de mercure de moyenne avec le temps. Vous voyez que les résistances vasculaires pulmonaires de ce patient ont également bien évolué. Il est passé à 3 unités Wood. Sa classe NYHA, où on parle plutôt de classe fonctionnelle, souvent de l'OMS, donc WHO Functional Class, qui est passé de 3 à 1, et son NT-proBNP s'est totalement normalisé. Vous voyez ici son échographie cardiaque de départ. Je vous remontre cette image. Vous voyez son échographie cardiaque à distance. Donc là, la dilatation du ventricule droit est totalement disparue. Je vous la refais tourner un petit peu. Voilà, donc on a vraiment une belle échographie cardiaque maintenant. On est assez content du résultat. Ici, je vous remontre l'image avant angioplastie, ici dans cette vue-là, avec ce ventricule droit hypertrophié, dilaté. Et je vous montre l'image ici après angioplastie. Voilà, l'hypertrophie ne va pas se résoudre en un mois, mais on a maintenant un ventricule droit qui est plus petit que notre ventricule gauche. Cet homme paradoxal a disparu. On est vraiment très content. Vous voyez ici le notch paru, enfin ici pour ainsi dire disparu au niveau de l'artère pulmonaire, et la vélocité du GDT qui était presque à 4 mètres, maintenant elle est un peu en dessous des 3 mètres. Et vous vous souvenez que 2,9 mètres par seconde, c'est le moment à partir duquel on peut supposer qu'il y a une probabilité intermédiaire d'hypertension pulmonaire à l'écho. Donc on est assez content de descendre à ces 3 mètres ou 2,9 mètres chez ce patient. Voilà, donc je pense que ça c'est la slide de conclusion, et qui permet également de parler du futur pour cette technique. Donc comme je vous l'ai dit, le traitement de référence, quand c'est possible, ça reste l'endartérectomie pulmonaire, certainement pour des artères très proximales, chez des patients qui ont énormément de matériel intravasculaire. À ce moment-là, l'angioplastie pulmonaire est totalement insuffisante et probablement dangereuse. Il ne faut pas la faire, il faut vraiment laisser ces patients se faire opérer. Les chirurgiens peuvent descendre au niveau du tronc pulmonaire jusque des artères segmentaires, et parfois ça peut aller jusqu'au sous-segmentaire, mais de manière générale, ça va jusqu'au segmentaire. Le lieu d'action finalement de l'angioplastie pulmonaire sont les artères segmentaires. Quand on se retrouve au niveau lobaire, c'est déjà un peu plus compliqué d'avoir des bons résultats. Donc, c'est vraiment plutôt le siège des artères segmentaires et sous-segmentaires. Et la place du traitement médical, finalement, on va donner un traitement médical à quasiment tout le monde, mais la plus grande efficacité du traitement médical va avoir lieu quand il y a une atteinte véritablement distale de la microvascularisation. Voilà. Alors, les patients peuvent avoir des traitements combinés. On peut faire, si un patient a une anatomie favorable dans un seul des deux poumons pour la chirurgie, on peut faire une endartérectomie pulmonaire du poumon droit et ensuite faire des BPA du poumon gauche si les lésions ne sont pas accessibles. Il peut y avoir simplement du traitement médical, il peut y avoir les trois combinés. Il peut y avoir un patient qui a déjà bénéficié d'une chirurgie, qui a quand même une récidive d'hypertension pulmonaire, chez qui on instaure un traitement médical et éventuellement des BPA. Enfin, tout est possible. Mais simplement, il faut bien sélectionner les patients pour ces traitements qui sont finalement assez efficaces. Donc voilà, je vous remercie pour votre attention et je laisse la place aux questions si vous en avez. Je vous remercie. Merci beaucoup, Renaud, pour cette excellente présentation. Donc, si quelqu'un veut émettre un commentaire ou poser une question, allez-y. Tout a l'air clair. Apparemment, elle a été tellement complète qu'il n'y a pas de questions. Donc, on vous remercie. C'est clair pour vous, c'est parfait. Voilà. Merci beaucoup, Renaud. À la prochaine. Passez une bonne soirée. Au revoir. Merci, au revoir.